L'histoire de la médecine est passionnante et aujourd'hui, on va s'intéresser à l'histoire des thérapeutiques. On va s'y intéresser avec le docteur Philippe Casassus. Vous êtes professeur de thérapeutique et docteur en histoire. L'histoire des thérapeutiques, des croyances à la preuve, hein, c'est c'est toute l'histoire de la médecine en fait qu'on va raconter avec cette histoire des thérapeutiques. Au début, les médecins avaient des croyances et c'est sur ces croyances qu'ils fondaient toutes leurs actions, c'est ça? Absolument. On partait de thèses, de théories. Mais ça a été l'histoire de la médecine depuis vraiment les origines. Les premiers textes que l'on a sur la médecine, ça vient des papyrus égyptiens où il y a déjà beaucoup de choses. Les médecins égyptiens, d'ailleurs, étaient très, très renommés. Mais ça partait évidemment de théories où d'ailleurs la religion intervenait beaucoup, hein. Ils accusaient beaucoup l'action de tel dieu et ils demandaient d'ailleurs l'aide des dieux, de certains dieux, pour les aider. Et puis, on est arrivé à un grand tournant avec Hippocrate. Hippocrate qui a institué l'idée que, conformément à ce que pense le monde grec de l'équilibre du cosmos, l'être humain en bonne santé est composé de 4 humeurs en équilibre, qui sont le sang, la lymphe, la bile, là on voit bien ce que c'est, et puis il a créé une quatrième, parce qu'il fallait toujours que ça soit équilibré par 4, la bile noire ou flegme. Cette bile noire qui est censée venir de la rate. D'ailleurs, c'est amusant de voir qu'aujourd'hui, il reste de tout ça tout un vocabulaire très, très, très précis. Le flegme, on imagine ce que c'est. Le flegme, ça vient de la rate. En anglais, rate, c'est spleen. Eh bien, spleen, ouais, les troubles concernant la rate et le flegme, c'est les troubles dépressifs, et ça va être ce qu'on va appeler la mélancolie, et ça va être les troubles psychiatriques. Et on retrouve d'ailleurs ce mot spleen Donc ça veut lié dire à quoi? ça. Ça veut dire que c'était assez intuitif à l'époque, mais que, finalement, Hippocrate, il a encore une influence aujourd'hui? Il n'avait pas complètement tort Alors, sur tout? alors non, ça c'est les dérives avec les terminologies importantes, mais il y en a plein, hein. La bonne humeur, mauvaise humeur, l'humour anglais, ça vient aussi de ça. Donc, se faire de la bile, enfin, tout ça, effectivement, il y a toute une série de dénominations qui viennent de ça. Mais Ça, c'est donc, l'héritage d'Hippocrate. voilà. Alors, ce qui est étonnant, c'est que c'est bâti sur une théorie. Bon, encore une fois, une théorie qui plaisait bien au monde grec et qui a été reconnue et acceptée jusqu'à il y a un siècle et demi. Enfin, c'est assez incroyable que ça ait duré, alors que ça reposait sur aucune expérience qui, aujourd'hui, dans le monde scientifique où nous sommes, est tout à fait étonnante. Mais, Donc on a vécu pendant des dizaines de siècles absolument. sur, ce qu'a bâti, Hippocrate et ensuite ce qu'ont repris les différents médecins. Quand on voit, par Absolument. exemple, dans les pièces de Molière, les médecins, quand, on voit aussi ces médecins avec les longs becs, là, Oui, tout ça. On est toujours dans cette théorie des humeurs. On est absolument. toujours là, hein. Et alors, cette théorie des humeurs dit que quand il y a une maladie, c'est qu'il y a un déséquilibre dans ces humeurs. C'est-à-dire qu'il y en a une qui est soit augmentée anormalement, ou diminuée, ou malade, ou qui a une désorganisation entre les endroits où il y a ces humeurs. Et Donc, il donc on faut fait une intervenir. saignée, Et bien voilà, hein. il faut le débarrasser. Alors, on peut le débarrasser, ces mauvaises humeurs, de différentes façons. On peut faire vomir, donc il y avait des produits émétiques. Ce qui était très souvent utilisé, c'était de purger, hein, pour faire un lavement pour enlever les mauvaises humeurs. Il y avait aussi où on faisait transpirer, mais le nec plus ultra, c'est-à-dire que ce qui était vraiment, et en particulier quand c'était grave, eh bien, il fallait saigner. Et alors, ce qui était étonnant, c'est que donc on saignait toutes les maladies graves, hein. Et ça a été continué. Alors,
avec d'ailleurs des nuances. Hippocrate était assez prudent, donc il avait bien compris qu'il y avait des malades pour lesquels la saignée n'était pas très bonne. Par exemple, les gens très, très âgés ou les petits-enfants, les bébés, ils ne saignaient pas, les femmes enceintes non plus. Donc, oui, il faisait quand même attention. Celui qui a poursuivi le discours d'Hippocrate, on peut dire que c'est un peu son élève quelques siècles après, c'est Galien de Pergame. Alors lui était vraiment, il saignait pour tout et rien. Et c'est la méthode galénique et la théorie d'Hippocrate ont été appliquées, sont venues, donc ont été utilisées dans tout le monde antique, et puis ont été rapportées en Europe occidentale, et notamment en France, à partir un petit peu au Moyen Âge, mais surtout à partir du XIe, XIIe siècle, et c'est venu par qui? Par les musulmans, par un grand homme de l'histoire de la médecine qui est Avicenne, qui était un perso musulman, qui a complètement relu Hippocrate et Galien, qu'il a traduit, qu'il a appliqué énormément, et qui expliquait comment il fallait saigner quelqu'un qui avait un saignement de nez, une épistaxis par exemple. Donc vous voyez, on saignait pour tout et n'importe quoi. Et bien c'est par le monde musulman que c'est arrivé en France. Et alors en France, en particulier la grande période de cette médecine hippocratique, ça a été la fin du Moyen-Âge et surtout la Renaissance et l'époque classique, en particulier l'époque de Louis XIV, de Molière. Hein, on voit bien Molière nous disant purgare, saignare, etc., donc, dans le malade imaginaire. Et donc, il fallait saigner, et enseigner pour tout, et enseigner même à titre préventif. C'était bien au printemps de saigner. Alors, quand même, on commençait à faire attention. Il ne fallait pas saigner en pleine chaleur ni au fond de l'hiver. Donc, mais par exemple, Louis XIV a été saigné dans sa vie près de 2000 fois. Et il a vécu longtemps. Et il a vécu longtemps. Ouais. Donc, c'était vraiment des petites saignées. Comment ça se passait, les saignées? Alors, ça se passait, premièrement, c'est le médecin qui décidait, c'est le médecin qui savait, hein, qui décidait, qui donnait ses prescriptions en latin. Mais ce n'est pas lui qui saignait, bien sûr, il n'allait pas s'abaisser au geste. Donc, il faisait venir le chirurgien barbier, qui était celui qui, par une petite lancette, piquait. Alors, on saignait, comme aujourd'hui, on peut saigner au bras, au coude, mais on saignait beaucoup aux pieds. Hein, Louis XIV a été pas mal saigné aux pieds. On saignait au cou, on saignait sous la langue. Enfin, on pouvait saigner un petit peu partout. Et alors, il y avait des grandes discussions aussi, par exemple, des grands débats incroyables. C'était de quel côté saigner. Quelqu'un, par exemple, qui avait une pleurésie gauche, fallait-il saigner à gauche ou à droite? Il y a eu des grandes disputes, pas pour savoir quel était l'intérêt de la saignée, mais le côté à saigner. Et il y avait des infections, je suppose, à l'époque, non? Pas trop, mais il pouvait y avoir quelques accidents. Il y avait peut-être plutôt, quelquefois, on ratait son coup et on pouvait transpercer un nerf. Bon, il y avait quelques incidents comme ça. Mais donc, je voulais qu'on saignait pour tout et n'importe quoi. Par exemple, un noble qui partait à la chasse et qui tombait de cheval et qui arrivait en saignant du nez, on le saignait, bien entendu. Voilà. Alors, on a vécu sur cette théorie des humeurs longtemps. Jusqu'à quand? Eh bien, encore au début du XIXe siècle, un des grands médecins français que nous connaissons bien, Broussais, qui a donné son nom à un hôpital pendant quelque temps, était un très grand adepte de la saignée. Il considérait que l'essentiel des maladies était dû à l'inflammation, et le traitement optimal de l'inflammation, c'était la saignée. Donc lui aussi, il saignait pour tout. Une anecdote à cette époque-là, 1820, c'est comme il n'y a pas très longtemps. 1820, le duc de Berry, qui était l'héritier du trône, c'était le fils unique de Charles X. Et en 1820, c'était son oncle Louis XVIII qui régnait. Et Louis XVIII n'avait pas d'enfant.
Et donc, après Louis XVIII, il y avait Charles X, et puis lui, c'était le jeune, hein, c'était celui qui devait régner. Et un soir, il va à l'opéra. En sortant de l'opéra, il y a un fou nommé Louvel qui le poignarde, et un grand coup de couteau dans le ventre. On appelle en urgence le médecin du coin. Premier geste du médecin, une saignée. Et donc, il a agonisé pendant 5 ou 6 heures, malgré la saignée. Voilà. Comment on en sort de cette théorie des humeurs? Eh bien, donc, alors, vous voyez, à la fin du XVIIIe, et même à l'époque de Broussais, donc, vous voyez, qui saignait. Broussais était devenu un adversaire d'un autre grand nom de l'époque, qui était Laënnec. Laënnec était un fervent passionné d'Hippocrate, et qui n'était pas contre la saignée, mais qui était très, très modéré sur les indications, qu'il fallait pas saigner tout n'importe qui. Un peu comme Hippocrate, d'ailleurs, il y a des gens qu'il ne fallait pas saigner. Donc, on commençait déjà à réfléchir, à se rendre compte qu'il ne fallait pas saigner tout le monde. Et en fait, le grand changement, c'est un de nos grands hommes, c'est Claude Bernard. Claude Bernard, dans 1860 à peu près, c'est l'apparition de la médecine expérimentale, la médecine scientifique. Il faut vous rappeler qu'avant, par exemple, quand on passait une thèse, on ne passait pas une thèse sur une expérience qu'on faisait. On faisait des commentaires, des dissertations sur Hippocrate, Galien, etc. C'était uniquement ça. Eh bien, avec Claude Bernard, ça va changer. Tout d'un coup, on se rend compte qu'il faut vérifier les choses. Il faut. Claude Bernard, l'idée, c'est on a une idée, on essaie de vérifier, on fait une expérience, et à partir de là, on tire des conclusions et on l'accepte. Et ce qui est aussi important dans le monde scientifique et qui vient de Claude Bernard, c'est on accepte tout en se disant peut-être qu'un peu plus tard, une autre expérience va la contredire. C'est-à-dire que là, on passe vraiment, c'est une date charnière, on passe vraiment de la thèse à la science. Absolument, à Hein, l'expérience scientifique, voilà. Et donc ça a été très important. Et puis donc c'est comme ça qu'on a trouvé, Claude Bernard a trouvé la digestion, les troubles de la digestion, le foie qui stocke les graisses, l'insuline qui est utile pour combattre le diabète, etc. Donc puis peu à peu on a avancé. Alors avec quelquefois des hésitations, mais moi j'ai une bonne explication qui illustre ça. C'est une maladie. Je ne vais pas la détailler, mais juste 2 ou 3 mots, qui est une maladie hématologique, qui est l'anémie de Birmer. C'est une maladie qui est due à un manque de vitamine B12. On ne savait pas ce que c'était. C'était une anémie, quand on ne savait pas ce que c'était, les gens, ils traînaient, puis ils finissaient par mourir de cette maladie. On appelait l'anémie pernicieuse, tellement elle était mauvaise. À partir de 1840-45 à peu près, on a commencé à voir qu'il y avait des problèmes de l'estomac, qu'il y avait des problèmes neurologiques, qu'il y avait des globules qui étaient un peu bizarres, un peu gros. Et puis, il y a des gens qui ont commencé à faire des expériences selon la méthode de Claude Bernard vers 1920. Donc, tout ça, ça a traîné. Et puis, on s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui avaient une anémie, à qui on donnait du foie de veau cru, et puis ça se réparait. Et puis, donc, ensuite, on a cherché à voir ce qu'il pouvait y avoir dans le foie qui pouvait être utile. Et puis, on a trouvé une substance. Et puis, ensuite, on l'a décortiquée. Et puis, on a appelé cette substance la vitamine B12. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un manque de vitamine B12. Et puis ensuite, on a continué les recherches. Et puis, on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose dans l'estomac qui était détraqué. Il y avait une atrophie de l'estomac. Et que c'était à cause de ça que la vitamine B12 ne pouvait plus être absorbée. Et puis ensuite, on s'est rendu compte que c'était un trouble immunologique. Mais là, c'était il y a 40 ou 50 ans. Donc, sur un siècle, peu à peu, par petites touches, en suivant la méthode expérimentale à la Claude Bernard, on est arrivé à résoudre ce problème. Et on sait maintenant qu'il faut donner des injections de vitamine B12 pour empêcher cette maladie. Donc, on est passé de la théorie des humeurs et de la médecine de la thèse. On avait une thèse et finalement, il fallait être éloquent, il fallait être compétent pour convaincre les autres que sa thèse était la bonne. On est passé de ça à la médecine par l'expérience. Voilà. Est-ce qu'on s'est arrêté là? Est-ce qu'on est toujours dans la médecine par l'expérience aujourd'hui?
on ne s'est pas arrêté là. Et puis, alors, je ne vais pas entrer dans les polémiques, mais il faut savoir qu'il y a encore des médecines qui sont fondées sur la thèse, hein, ce qu'on appelle les médecines alternatives, qui peuvent avoir du bon. Mais ces médecines alternatives, ben, c'est l'homéopathie, c'est la mésothérapie, c'est la naturopathie. Enfin, il y a toute une série de modes de la médecine qui reposent sur aucune base scientifique, expérimentale. Alors, en fait, ça va nous faire aborder le problème du placebo. Et le problème du placebo, c'est très important. Et d'ailleurs, je m'empresse de dire que le fait de parler de placebo pour montrer l'efficacité d'une de ce type de méthode de médecine, comme l'homéopathie, ce n'est pas une injure faite aux gens qui se disent améliorés. C'est pas pour dire qu'ils racontent n'importe quoi. Ils ont de véritables troubles qui sont effectivement améliorés. Et on a aujourd'hui, justement, par la méthode expérimentale et les progrès de la médecine, en particulier de l'imagerie qui a fait énormément de progrès, l'IRM, on entend parler des PET scans, eh bien, on a montré que le placebo, ça fonctionne par une action au niveau de certaines zones du cerveau. Il y a certaines zones du cerveau, par exemple, pour expliquer le fait qu'un placebo puisse calmer des douleurs. Par exemple, 80% des gens qui ont des douleurs angineuses, des douleurs d'ulcères de l'estomac, pardon, sont calmés par un placebo. Ça ne veut pas dire qu'ils ont inventé leur ulcère, évidemment. Mais c'est calmé pourquoi? Parce que le placebo agit sur une structure du cerveau qui sécrète de la morphine, une morphine naturelle qui s'appelle une endorphine. De même qu'il y a des traitements placebo qui calment un certain nombre de crises de migraine. Ça ne calme pas tout, mais ça calme un certain nombre de crises de migraine de la même façon. Ben voilà, ça fait partie des progrès qui sont venus de la méthode scientifique et qu'on met encore plus en évidence par troisième méthode, alors qu'on peut voir sur un schéma que je montre, vous voyez les trois couleurs, la couleur jaune qui est la couleur de l'histoire de la thérapeutique jusqu'à Claude Bernard, c'est celle de la médecine fondée sur les thèses. En bleu, c'est depuis Claude Bernard, on fait des expériences, et puis depuis 40 ans, on est dans une troisième ère qui est absolument très importante à comprendre, c'est la médecine fondée sur la preuve, ce qu'on appelle avec les initiales anglaises le BM. Et je vous donne un exemple. Evidence-based medicine. Voilà. La médecine fondée sur la preuve. Alors, pour donner un exemple qui illustre le fait que même la méthode expérimentale peut ne pas suffire. Tout le monde sait aujourd'hui, reconnaît dans le monde entier, même chez les non-médecins, que quand on a trop de cholestérol, on a un risque cardiaque. Ça a été complètement démontré. Les gens qui ont hypercholestérolémie, ils ont tendance à faire de l'athérosclérose, de boucher les coronaires et ils peuvent mourir d'un infarctus du myocarde. Et donc, c'est logique de donner un traitement pour faire baisser le cholestérol chez des gens qui ont trop de cholestérol pour réduire ce risque. Il y a 3 séries de médicaments qui ont été utilisés pour ça. Quand j'ai commencé ma carrière, quand j'étais petit interne, il y avait une famille de médicaments qui étaient très efficaces pour faire baisser le cholestérol. On appelait ça les fibrates. Et effectivement, quand on les donnait, ça faisait baisser le cholestérol et ça diminuait le nombre de crises d'angine de poitrine, par exemple. Donc, a priori, on était content. Eh bien, quand on a été un peu plus loin, quand on a fait des études sur des grandes séries, on s'est rendu compte que ça diminuait le cholestérol, ça diminuait les crises d'angine-poitrine, ça ne diminuait pas la mortalité par crise cardiaque. Et même pire que ça, on s'est rendu compte que ça augmentait la mortalité globale, que ça avait un effet secondaire qui était inattendu. Alors, depuis, il y a une autre famille de médicaments qui est beaucoup plus utilisée aujourd'hui, qui, elle, c'est ce qu'on appelle les statines. Ça fait baisser le cholestérol, ça fait baisser de 30% les crises d'angine-poitrine, ça a baissé la mortalité cardiaque
et ça a baissé la mortalité globale. Eh bien, tout ça, c'est venu parce que on a fait intervenir le concept de la médecine fondée sur la preuve, qui passe par des études de comparaison entre un groupe où il y a, par exemple, le médicament statine et un groupe où il n'y a pas le médicament statine. Et puis, on constate que dans ce cas-là, il y a effectivement, alors, il y a, scientifiquement, grâce aux statistiques, tout ça, maintenant, c'est très, 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 très structuré et très rigoureux et reconnu dans le monde entier. Eh bien, ces études permettent de dire, oui, effectivement, les statines, c'est utile, ça fait baisser la mortalité. Voilà, c'est ça qui a fait faire des progrès absolument immenses depuis 40 ans. C'est une des bases, par exemple, de la pharmacovigilance aujourd'hui. Hein. Alors, la pharmacovigilance vient ensuite après parce que un traitement peut montrer son efficacité et puis on peut ensuite secondairement réaliser que, ben oui, mais il y a des incidents qui surviennent qui n'étaient pas prévus au programme. Alors, ce que je vous ai raconté, ça explique ce que l'on organise quand on fait de la recherche thérapeutique. On fait des essais thérapeutiques. Les essais thérapeutiques, c'est étalé sur quelques mois quand on veut vérifier la tolérance, éventuellement 1, 2, 3, 4 ans quand on veut vérifier sur des grandes séries des maladies graves l'efficacité. Et puis quelquefois, on continue par la pharmacovigilance encore 10, 15, 20 ans pour se rendre compte qu'il y a un médicament qui était a priori bien, mais qui s'avère avoir un effet tardif qu'on ne connaît pas. Alors, juste un mot, 30 secondes sur le Mediator, dont on a beaucoup parlé. Le Mediator, il est né avant l'ère de l'EBM. Il est né dans les années 70. On n'avait pas cette habitude. Qu'est-ce qu'on savait avec le Mediator? Chez la souris, ça faisait baisser la glycémie. Chez des obèses, ça faisait baisser la glycémie. Très bien, on va le donner pour le diabète. En fait, on s'est rendu compte très vite que c'était un très mauvais hypoglycémiant. C'était un coupe-faim. Donc, effectivement, les gens qui étaient obèses, ils mangeaient un peu moins, donc ils faisaient baisser la glycémie. Mais en fait, les diabétologues, très vite, ne l'ont pas utilisé parce qu'il y avait des médicaments beaucoup plus utiles. Dans les études qui ont été faites au départ, mais qui n'étaient pas des études aussi rigoureuses qu'on le fait depuis 40 ans, il n'y avait pas d'effet secondaire terrible. Vous connaissez son scandale. Le scandale, c'est dû au fait qu'on a vu qu'il y avait des pathologies cardiaques, des valvulopathies qui pouvaient être mortelles, mais qui s'installent 20 à 30 ans après. Donc, effectivement, ça ne pouvait pas apparaître avant. D'où l'importance de la pharmacovigilance dont vous parliez. Alors, on a bien vu les étapes importantes. Hein. La médecine basée sur les thèses, et notamment la théorie des humeurs. Ensuite, la révolution, la médecine basée sur l'expérience, et maintenant la médecine basée sur la preuve. C'est quoi les prochaines étapes? Déjà, c'est à partir de là, ce qui était extraordinaire, c'est les progrès, moi, que je vois depuis une dizaine d'années, qui viennent de tous les chercheurs autour de la médecine. Hein, c'est les immunologistes, les physiciens, les chimistes. Alors, bien sûr, ça passe forcément par une étude, ce qu'on appelle la recherche clinique, c'est-à-dire des essais thérapeutiques chez les hommes malades et éventuellement les sujets sains. Mais il y a énormément de progrès dans les laboratoires, et ce qui explique les progrès en cancérologie ou dans ma discipline, en hématologie. Il y a des malades qui mouraient à tous les coups. Aujourd'hui, qui mouraient en 3 ans en moyenne. Aujourd'hui, je fais le diagnostic dans ma famille, je suis tranquille. Je vais leur donner un comprimé par jour et un médicament, et 30 ans après, ils seront toujours là. Et ça, c'est venu de recherche en laboratoire, ensuite traduite par une vérification, par des essais cliniques rigoureux grâce à l'EBM. Alors voilà, après la théorie des humeurs, la médecine par la preuve, la médecine par l'expérience, la médecine par la preuve, la prochaine évolution de la médecine, ça va peut-être être l'interdisciplinarité, hein, et la médecine donc collaborative. Voilà, j'espère qu'on vous a captivé aujourd'hui avec ce regard sur l'histoire de la médecine. À très bientôt pour un nouveau numéro.